Salut tout le monde, Eric avec vous. Alors parlons maintenant de la grille de pointage, une grille qui est vraiment intéressante à faire et on rentre maintenant dans un bloc d'outils d'observation qui sont des outils quantitatifs. Alors on a vu les outils qualitatifs dans les dernières vidéos. Maintenant on passe vraiment au quantitatif. Alors, la grille de pointage. Vous avez lu dans le livre, vous avez eu un beau modèle de grille de pointage et sachez qu'il en existe vraiment plusieurs types de modèles. On va en regarder quelques types, mais c'est vraiment limité, évidemment, étant donné le temps qui est compté pour la vidéo. Et de toute façon, vous allez découvrir dans vos milieux de travail, vous allez découvrir d'autres types de grilles de pointage. Alors, la grille de pointage est parfois aussi appelée grille de cotation dans certains cas, et on va avoir un modèle de grille de cotation tout à l'heure dans une autre slide, mais aussi dans une vidéo que je vais vous présenter en classe. La grille de pointage sert à noter la présence ou l'absence de comportements observables et ciblés. Et il faut absolument qu'on ait des comportements qui sont observables, et on verra tout à l'heure un modèle d'éléments à éviter dans une grille de pointage. Donc, il faut vraiment que ça soit très, très précis comme comportement. L'avantage, on va voir en détail l'avantage, les avantages tout à l'heure, mais c'est un outil qui est vraiment simple à utiliser. C'est pratique. Puis, un des aspects très pratiques que j'aime beaucoup utiliser en tant qu'éducateur, c'est le fait qu'on peut demander à d'autres intervenants ou même à des parents de remplir la grille de pointage. Alors, il suffit de préparer nous-mêmes la grille, de mettre les énoncés dans la grille, et puis on peut donner ça aux parents et leur demander d'observer à la maison, par exemple. On peut demander à d'autres intervenants qui sont présents sur le plancher en notre absence d'utiliser aussi cette grille de pointage. Donc, son avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être là, un peu comme les questionnaires en fait. Et donc, on sauve du temps, puisque une fois que la grille est préparée, il ne nous reste qu'à expliquer la consigne aux gens. Et en milieu scolaire, entre autres, on va voir ça fréquemment. On va voir plus des échelles d'estimation. Mais vous savez, les enseignants ont besoin, en fait, sont toujours en animation, donc sont en contexte participant. La grille de pointage est plus difficile à faire en situation participante. Mais un enseignant peut, par exemple, évaluer un élève pendant un test, une épreuve, lorsque les élèves sont en silence et ils font un travail, par exemple. Elle peut prendre 5 ou 10 minutes, l'enseignante ou l'enseignant, pour justement compiler quelques données, donc cocher certains comportements qu'elle observe. Alors c'est le fun parce qu'on a qu'à recueillir les grilles de pointage de un et de l'autre et ensuite on fait une compilation. Donc c'est applicable la grille de pointage dans un contexte d'allo-observation. Évidemment, c'est assisté, hein, la grille de pointage nous assiste dans la situation. C'est systématique, donc on recherche quelque chose de particulier et ça peut être autant utilisé en contexte clinique que participant. Il faut quand même comprendre ici que lorsqu'on participe à une activité et qu'on utilise la grille de pointage, on perd un peu, en fait on peut perdre des données parce qu'on participe évidemment, donc ça dépend vraiment du type de participation qu'on a. Et on verra tout à l'heure que c'est la dimension participante dans la grille de pointage est plus applicable dans un contexte de grille de cotation. Et il y a des petites différences entre pointage et cotation. On va le voir entre autres dans la vidéo présentée en classe. Alors, les avantages de la grille de pointage permettent d'avoir des précisions sur des comportements observables et ponctuels. Et là, c'est l'avantage vraiment, contrairement aux outils qualitatifs. Là, on rentre vraiment dans du quantitatif, donc c'est très précis. Et ben voilà, ça nous permet vraiment de comptabiliser des fréquences de comportement. Pas nécessairement au niveau de l'intensité, quoique dépendamment de comment on s'en sert, on peut toujours arriver à ça, mais vraiment au niveau de la répétition des comportements dans des contextes différents, c'est là le principal avantage de la grille de pointage. Et ça permet d'accumuler des preuves de comportements problématiques, de les démontrer cliniquement. Et ça, c'est vraiment un rôle, moi je trouvais ça vraiment fascinant quand j'étais éducateur. On nous demande, comme j'expliquais dans une récente vidéo, en fait, on nous demande de produire des rapports, on nous demande
de justifier nos hypothèses à partir de comportements observables et il faut qu'on accumule des preuves de comportement. Alors vous imaginez, supposons que vous utilisez une grille de pointage à chaque jour pendant, je ne sais pas moi, 2 moments de 30 minutes par exemple, pendant 30 jours. Imaginez combien ça devient pertinent lorsque vous êtes en réunion d'équipe ou lorsque vous avez à faire un rapport et vous êtes capable de dire, sur une période de temps X, par exemple, si je calcule, par exemple, vous avez fait 20 jours d'observation à raison de 2 fois 30 minutes, ça veut dire que vous avez 20 heures d'observation à l'appui. Et là, vous arrivez et vous dites, imaginez, le comportement, par exemple, de crier est un comportement qui ressort à 48% du temps. Alors imaginez, là, crier 48% du temps, c'est une chose, mais crier 48% du temps lors de 20 heures d'observation, ça commence à donner une validité à vos observations et au comportement. Et ça, en réunion, lorsqu'on apporte ça, ça nous permet de voir l'urgence d'agir sur certains comportements. Donc, il y a des comportements, des fois, qu'on a l'impression qu'ils sont plus dérangeants que d'autres, comme par exemple crier, versus un comportement qui est, par exemple, de se ronger les ongles. Tiens, je vais utiliser cet exemple-là. Eh bien, évidemment, crier, ça dérange tout le monde. Ronger les ongles, ça dérange personne. Alors, on peut avoir l'impression que le comportement problématique auquel on doit s'attaquer, ce serait de crier. Mais imaginez que vous observez attentivement sur une longue période de temps et vous en arrivez à la conclusion que crier, en fait, c'est 10% des comportements, alors que se ronger les ongles ou s'automutiler légèrement, c'est un comportement qui revient à 40% du temps et qui entraîne des conséquences néfastes pour la personne, mais pas sur un groupe. Eh bien là, soudainement, votre observation vient éclairer les pistes d'intervention que l'équipe aurait à mettre en place. Donc, ça permet de dégager les priorités. Ça devient très, très intéressant. Et c'est facile à utiliser, ça limite les biais. Donc, comme on est généralement en retrait, on observe des comportements très précis qui sont objectifs, observables. Alors, ça élimine beaucoup les biais. Les limites, ça prend pas en compte, en fait, ça ne prend en compte que l'aspect quantitatif. Donc, par exemple, crier, je reviens avec ce comportement-là. Alors, c'est bien beau, il a crié, donc on sait combien de fois, à combien de reprises, et dans quel contexte une personne aurait crié, par exemple. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas le déclencheur. On ne sait pas est-ce qu'il a crié en réaction à quelque chose. Cette réaction, est-ce qu'elle était légitime? Est-ce qu'il a crié parce qu'il se faisait agresser? Est-ce qu'il a crié parce qu'il s'opposait à un enseignant, par exemple, ou à un éducateur? On ne sait rien de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a crié, par exemple, supposons dans la classe de mathématiques, un 3 avril au matin. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a un aspect quand même qui est limitatif en termes d'appréciation des comportements. Finalement, c'est comme si on prenait une photo et qu'on prend à un moment très précis. Clic. Et voilà, j'ai observé tel comportement. Alors que vous avez compris que dans les outils qualitatifs qu'on a vus récemment, entre autres le journal de bord, si on va décrire le comportement de crier à chaque fois, là, on y met un contexte. Et donc, ça va nous permettre vraiment de mieux saisir dans un outil qualitatif, de mieux encadrer ou cerner le comportement problématique qui est de crier. Ce qu'on n'aura pas avec la grille de pointage. Alors, vous avez certainement compris, avant que je vous le dise, mais je vous le dis pareil, que l'idéal, dans le meilleur des mondes, et c'est ce que je vais vous demander dans votre travail d'observation, c'est d'utiliser à la fois des outils quantitatifs et qualitatifs. Alors, vous ne pouvez pas... en fait, vous passeriez à côté d'un aspect important d'utiliser que des outils quantitatifs ou que des outils qualitatifs. Alors, si par exemple, vous observez votre centration sur un comportement d'opposition, ça va devenir vraiment intéressant d'utiliser la grille de pointage, par exemple, pour mesurer la fréquence des comportements et d'utiliser un journal de bord sur la même centration pour avoir un contexte plus large, pour mieux comprendre et cerner les comportements d'opposition. Donc là, ça vous donne vraiment, quand vous allez arriver à la partie interprétation des données, ça va vous donner beaucoup plus d'éléments pour produire un rapport, par exemple.
La grille de pointage doit être utilisée souvent, donc c'est une de ses limites, hein. Si on s'en sert juste 2-3 fois, elle est vraiment pas pertinente. Et d'ailleurs, c'est un manque éthique puisque on ne peut pas apprécier véritablement un comportement si on ne l'a pas observé dans plusieurs contextes différents. Donc, c'est vraiment l'utilisation, la fréquence de l'utilisation qui va valider les comportements observés. Donc, c'est un peu une limite. Là, si on se lance dans l'aventure de la grille de pointage, bien, on doit s'en servir souvent, à plusieurs reprises. Donc, ça exige quand même un certain temps, mais c'est là où le fait d'impliquer des parents ou d'autres intervenants à utiliser les grilles de pointage, mais là, on sauve du temps et puis on accumule les informations. Donc là, ça devient intéressant d'utiliser l'équipe de travail et l'entourage de la personne. Alors, on a un exemple ici d'une grille de pointage. J'ai choisi de faire une grille de pointage différente de celle du livre. Honnêtement, je n'aime pas beaucoup celle du livre. Question d'ergonomie, tout simplement, pas au niveau de sa pertinence. Donc, ça vous donne quand même des modèles différents et c'est ce que j'ai voulu vous représenter ici. Alors, on a la grille de pointage de Michelle O'Reilly. L'observateur, c'est moi. Durée de l'observation de 30 minutes du 3 au 7 novembre et ma centration, c'est la manifestation d'opposition en période scolaire. Alors, le contexte est en classe, alors j'observe en classe. Vous voyez ici encore une fois, comme tous les outils d'observation, on doit avoir un en-tête qui identifie date, durée, observateur, observé, etc. On a ici l'identification de la période, donc même s'il est nommé ici, on doit le retranscrire ici. C'est important simplement pour s'assurer que l'information suit. Et ensuite, vous voyez que dans une grille de pointage, on va avoir des titres. Et là, c'est un tableau à double entrée, d'accord, une grille de pointage, mais ça peut être un tableau à 4 entrées, 8 entrées. Ça dépend comment on s'en sert. Ici, vous voyez, j'ai fusionné une cellule du lundi en deux pour aller chercher 2 périodes d'observation sur la même journée. Vous voyez? Donc, ça nous donne un tableau avec de multiples entrées. Néanmoins, le sens des titres, je m'exprime mal, je recommence. Par exemple, les lundis, mardis, mercredis, ici, on les a sur la ligne horizontale, mais on aurait pu la mettre sur la ligne verticale et inverser finalement ce qui est sur le vertical vers l'horizontale. Alors ça n'a pas vraiment d'importance, c'est une question de choix. Vous voyez que nous avons ici des énoncés qui sont clairs, qui sont objectifs et qui sont mesurables. D'accord? Ne respecte pas une consigne ou une règle, dénigre un élève verbalement, refuse de participer à un travail ou une activité, menace. Donc, ce sont des comportements d'opposition potentiels qui sont donc objectifs et mesurables. Et nous apportons une précision. Donc, parfois, ça nous prend une petite précision ici dans P1, P2. Quelqu'un pourrait se demander qu'est-ce que ça signifie. Donc, je viens ici préciser que le P, c'est les périodes de cours dans un calendrier scolaire, tout simplement. Pour situer, encore une fois, on n'oublie pas qu'on fait une grille toujours en l'intention des autres. Donc, pas juste pour nous. Donc, il faut que quelqu'un d'autre s'en serve et puisse bien comprendre, que tout soit très clair. Je reviens sur les énoncés ici. Donc, vous voyez, j'en ai choisi 4. Comment on choisit finalement les énoncés? Bien, c'est simplement à partir de votre centration. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous parle de centration dans les derniers cours. Vous commencez certainement à comprendre en quoi ça consiste. Donc, c'est l'élément sur lequel porte précisément notre observation. Alors ici, notre observation porte sur des comportements d'opposition. Pour sélectionner, évidemment ici, je pourrais mettre 10 ou 15 manifestations d'opposition, ce qui serait peut-être pas pertinent. Donc, évidemment, si vous ne connaissez pas du tout la personne, ça devient difficile de choisir les symptômes pertinents. Mais à ce moment-là, l'idée, ce serait de questionner d'autres intervenants, des gens qui connaissent la personne. Parce que ce que vous devez faire ici, c'est restreindre. Plus vous avez d'éléments ici, d'accord, à observer et à cocher, plus vous augmentez votre charge de travail. Donc, plus ça devient difficile en situation réelle d'observation de tenir compte de l'ensemble des éléments. Alors, idéalement, on va s'en tenir à 4, 5, 6 énoncés, idéalement, là. Et donc, il faut les choisir. Et pour les choisir, on doit connaître la personne qui est observée. Donc ici, supposons que je connais
quand même un peu Michel, ben, pourquoi je regarde ces éléments-là, des symptômes d'opposition? Eh bien, c'est parce que je connais Michel et je sais que Michel a tendance à dénigrer régulièrement. Mais justement, on pense qu'il dénigre régulièrement, on a cette impression, mais personne ne l'a jamais vérifié. Donc, comme c'est un comportement qu'on sait qui revient souvent, on veut l'observer attentivement, alors je vais l'utiliser et l'indiquer ici. Donc, c'est ce qui va m'emmener à choisir ce comportement-là. Même chose pour la menace. Si Michel n'a pas tendance à menacer les gens, il n'y a aucune raison que je vienne inscrire ici menace comme élément d'observation. Donc, je pense que ce que je vous explique, c'est clair. J'imagine que vous comprenez bien. Sinon, vous me posez des questions en classe. Petite précision sur la grille de pointage, vous voyez les couleurs. C'est facultatif, évidemment, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler de façon ergonomique avec mes outils d'observation. Ça aide lorsqu'on fait la compilation des données. Alors ici, j'ai mis dans une couleur distincte chacune des périodes. Donc en jaune, c'est les périodes 1, en vert, les périodes 3, etc. Donc vous voyez qu'elles reviennent. Et vous voyez que je les ai alternées. Période 1 et 3. Le mardi, c'est période 1 et 2. Ensuite, c'est 2 et 3. Alors c'est volontaire, hein, c'est pas un hasard ici. C'est volontaire de modifier les types de périodes jour après jour pour vraiment essayer d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les périodes d'observation. Donc, à la fin, pour compiler, ça devient intéressant parce que, vous savez, ici, je pourrais avoir, là, j'ai mis deux crochets, 2X, mais je pourrais en avoir 10 ou 12. Donc, à un moment donné, une fois qu'elle est remplie, cette grille-là, il y a beaucoup de crochets. Alors, ça devient intéressant. Quand vous allez compiler, vous allez comprendre que ça devient pertinent d'avoir des codes couleurs. Alors, vous pouvez jouer avec ça et c'est facile hein, dans Word. Si vous fouillez un peu, vous ouvrez votre logiciel Word, il y a un logiciel graphique, oui, justement graphique ou grille. Voilà, c'est grille le mot. Et vous installez une grille sur votre graphique et vous regardez les onglets en haut. Si vous jouez un petit peu avec ça, vous allez rapidement découvrir que c'est simple d'utilisation sur Word. Donc, voilà, je disais, c'est visuellement pertinent comme grille de pointage. Vous voyez, c'est clair, il y a de l'espace, on respire, c'est beau. Donc, si je remets ça à un éducateur ou à un enseignant dans une classe, je suis pas très gêné de remettre ça. D'accord? Et c'est easy to use, donc c'est facile à utiliser. Voici un exemple à éviter. Donc, c'est la même grille que tout à l'heure, mais j'ai modifié les éléments d'observation, donc les manifestations d'opposition. Je les ai remplacés par des énoncés qui sont pas clairs, qui sont subjectifs et non mesurables. Et là, ben, vous voyez un peu des exemples. Là. Il y a toutes sortes d'exemples. J'ai choisi ceux-là, mais bon, si je dis s'oppose, évidemment, je regarde l'opposition, mais si on écrit s'oppose, je ne sais pas s'oppose comment. Donc, ça devient un énoncé qui n'est pas clair. Si vous me donnez cette grille-là et vous me dites va observer ça, honnêtement, je ne sais pas quoi observer. Par exemple, l'énoncé ici n'est pas content. Ben là, ça c'est votre interprétation qu'il n'est pas content. Peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il vit une émotion, peut-être qu'il réfléchit et que son visage dégage qu'il n'est pas content. Je sais pas moi. Donc ça devient, ce n'est pas clair, ce n'est pas objectif comme énoncé. Se croit tout puissant. Encore une fois, vous avez très bien compris ici l'aspect subjectif. Ou boude. Bon, ben, boude, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est bouder pour vous? C'est pas la même chose bouder pour moi. Moi, je peux penser que tu boudes, alors que toi, tu vas me dire, ben non, je boude pas, je réfléchis. Bon, alors là, vous voyez. Donc, c'est à faire attention. C'est la partie très importante de la grille de pointage, la plus importante. Elle se trouve ici, dans les énoncés à observer. Voici un autre type de grille de pointage que j'appelle grille de pointage, mais qui est utilisé parfois sous l'appellation grille de cotation, qu'on voit régulièrement chez certains éducateurs et qui est utilisé en contexte participant. C'est d'ailleurs, je me suis basé un peu sur l'exemple qu'on va voir sur vidéo en classe. On a quand même des énoncés clairs, objectifs et mesurables. Ici, je vous mets en contexte, hein, c'est abeille. Qu'on observe pendant 30 minutes. Abeille, elle a une déficience intellectuelle et on veut vérifier, en fait, on fait une activité pour valider où elle se situe
dans sa capacité à identifier... Bon, excusez-moi, j'ai oublié de fermer mon téléphone. Voilà, donc dans sa capacité à identifier des énoncés, des éléments comme maison, chapeau, peigne, maman, balai, jouet. Donc, ce sont des mots que Abeille connaît, mais là, imaginez qu'on est dans une activité où on lui montre des images de ces éléments-là et on lui demande qu'est-ce que c'est. D'accord? Et là, on doit cocher si elle est capable de nommer, par exemple, maison, sans aide et sans difficulté, avec aide sans difficulté. Par exemple, si on lui pointe ou si on lui donne un indice, elle aurait de l'aide, mais elle va le trouver sans difficulté, ou encore sans aide avec difficulté, ou encore avec aide avec difficulté, ou simplement ne fait pas comme énoncé. Alors, vous voyez ici que j'ai 5 options de réponse pour chacun des énoncés. Alors là, je suis en situation participante. Vous imaginez la scène. Donc, je suis avec Abeille. Je lui présente donc assis à une table avec elle. Je lui présente une maison, une image de maison, une image de chapeau, une image de peigne. Et je lui demande qu'est-ce que c'est ça, Abeille? Et j'ai un chronomètre et je calcule et bon, je lui donne un certain temps pour répondre. Dépasser par exemple 30 secondes, je considère qu'elle était avec difficulté. D'accord? Donc, c'est intéressant et on va à ce moment-là bien cocher. Donc, ça nous prend une légende qui est claire. Et vous voyez ici, on irait mettre tout simplement pendant qu'on anime, pendant qu'on montre l'objet, on va aller cocher directement en situation participante l'énoncé qui correspond. D'accord? Alors ça, c'est intéressant et c'est utilisé très, très, très régulièrement. Encore là, il y a beaucoup de modèles différents dans les milieux. Ici, j'ai mis un modèle très, très simple. On a un autre exemple ici, c'est la même grille que dans l'image précédente, sauf que, vous voyez, j'ai fait une distinction ici, et vous voyez, quand même, c'est pertinent. Je vais juste remontrer ici l'image. Vous voyez que c'était le 4 mars 2018, donc pour une séance de 30 minutes, j'avais une grille. Ici, la petite nuance, vous voyez, parce que je voulais vous montrer une distinction en fait, c'est que c'est la même grille, c'est les mêmes éléments, c'est les mêmes énoncés, sans aide avec difficulté, etc. Sauf que la même grille va me servir pour toute une semaine. Ok, j'ai pas mis le haut de l'entête, là, mais l'entête serait là quand même, juste pour vous dire. Et ça peut être des périodes de 30 minutes chaque fois. Donc 30 minutes le lundi, je fais l'activité, je coche. 30 minutes, pas je coche, mais je mets la légende. D'accord? Parce que si je coche, ça veut rien dire. Vous avez compris. Là, ici, dans ce tableau à double entrée, je dois absolument inscrire une légende. Donc, je vais aller inscrire, par exemple, à maison, NA, elle ne fait pas. Donc, elle n'a pas identifié mardi. Elle n'a pas identifié l'image de maison, NA. Toujours mardi, pour le chapeau, elle a été capable ASD, donc elle a été capable de le faire avec aide, sans difficulté. Et etc., etc., comme ça. Et on remplit notre grille toute la semaine. Donc, ça nous permet en une seule grille d'avoir... on prépare en fait une seule grille, puis elle est prête pour l'ensemble de la semaine. Alors, c'est une version différente d'un même outil, d'une même grille de pointage. Donc, voilà, ça fait le tour de la grille de pointage. J'espère que ça vous a plu, que c'est clair pour vous. Ça combiné avec ce que vous avez dans le livre et des exercices que nous ferons quelques exercices en classe, mais c'est plus efficace de le faire en situation réelle en milieu de stage. Donc, dans les périodes de tutorat, ceux qui utilisent une grille de pointage auraient l'occasion, dans les prochains jours, prochaines semaines, de vous guider pour créer des merveilleuses grilles de pointage. Alors, merci tout le monde. On se voit bientôt en classe. Allez, ciao!